putain. J'ai tellement pleuré devant cet épisode 2, on n'est plus dans les leçons de politique, on est dans les leçons de vie. Certes, ça impacte le politique parce que ça en fait partie, mais cet épisode va tellement et de manière tellement magistrale plus loin que ça. Ça se passe la nuit avant le désastre. Les marcheurs blancs sont aux portes de Winterfell, ainsi qu'annoncé par Tormund Fléodogre, le sauvageon, Beric Dondarrion de la Fraternité sans bannière, et Ed, le chef de la garde de nuit, à leur retour d'âtre les confins. Tous trois que rien ne présageait auparavant qu'ils allaient se rencontrer et se battre aux côtés les uns des autres. C'est souvent face à l'imminence de la mort que les humains révèlent leur vraie nature. Et c'est le thème de cet épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. Que nous reste-t-il quand nous nous retrouvons face à notre destinée qui est pourtant scellée dès notre arrivée dans le monde des vivants? À la fin de toute chose, qu'est-ce qui compte vraiment? Que restera-t-il après? Y aura-t-il même un après? C'est la question en substance que pose Bran à Jaime au début de l'épisode. Comment savez-vous, Jaime, qu'il y aura un après? Sous-entendu, après la bataille contre la mort. Et à ce moment-là, on a un changement de plan et on voit les gens de Winterfell se préparer au combat dans la boue et dans le froid. En tant que spectateurs, nous savons ce qui leur arrive dessus. Et combien ces quelques personnes désorganisées et inaptes au combat pour certaines semblent misérables et risibles face à la puissance du roi de la nuit qui s'apprête à leur tomber dessus. Mais combien ils nous semblent héroïques aussi, ces pauvres diables, dans leur détermination à se battre et à vivre, malgré le fait que nous, spectateurs, nous sachions que tout joue contre eux. De la gamine qui va chercher son bol de soupe et annonce fièrement qu'elle compte protéger Winterfell, par l'épée, pour la mémoire de ses frères morts au combat. Jusqu'à Lyanna Mormont qui refuse de se retirer pour sa protection pourtant, comme le lui intime son cousin Jorah. La tête haute, comme tous ici-bas, acceptant avec fierté sa responsabilité de protéger les autres. Chacun à son niveau, avec ses armes et ses cicatrices, avec son histoire et avec sa mémoire. La mémoire, c'est le mot clé de cet épisode. Le souvenir y est omniprésent. Il permet d'expliquer comment tous ces personnages en sont arrivés là où ils sont. Et il ressort parce que tous ressentent l'imminence de leur fin. C'est le fameux moment où leur vie défile devant leurs yeux. C'est le moment où leurs blessures, leur chemin de vie, leurs expériences se mêlent et deviennent quelque chose de plus grand. Ensemble, ils forment un récit commun, une histoire. Avant de mourir, ressortent toutes les choses qu'on regrette, toutes les choses qu'on aurait aimé faire. C'est nos histoires personnelles qui nous reviennent, dans l'espoir peut-être qu'elles ne seront pas oubliées et qu'elles serviront de leçon pour les suivants. Ainsi, cet épisode fait écho à tout ce qui a jalonné la série depuis la saison 1. De vieilles histoires, des citations. On revit au final avec les personnages tous les moments marquants de leur vie. Par exemple, la discussion entre Tyrion et Jaime sur les remparts de Winterfell, où Tyrion dit qu'il aurait aimé mourir à 80 ans, le ventre plein de vin et une meuf en train de le sucer. On l'a déjà entendu dire ça. De même que nous avons déjà entendu la citation « Les choses que nous faisons par amour » de Jaime est reprise ici dans cet épisode dans la bouche de Bran. Ou encore Tormund qui raconte ces histoires à la con auxquelles personne croit. Le limier qui est là avec la conscience de sa fin prochaine. Et malgré tout, malgré l'imminence de la fin, on note aussi un avenir, un espoir en tout cas, d'un avenir plein de promesses. Quand Vergris parle avec Missandei de l'idée de retourner sur l'île de Nass, d'où elle est originaire et qu'elle aimerait revoir. En tant que spectateur, tu sais que ça n'arrivera très probablement pas, et tu peux pas t'empêcher d'être triste pour ces personnages qui auraient mérité une vie au KLM sur les plages de Nass, mais à qui on a volé leur destin. Et dans le même temps, cette promesse d'un lendemain radieux est peut-être aussi ce qui leur donne la force de se battre. C'est la promesse que les choses ne seront plus comme avant. Cet épisode nous renvoie clairement à nous, spectateurs, à la figure, le fait que pendant cette saison, nous nous sommes préoccupés de trucs complètement futiles. Genre, qui va finir sur le trône de fer, comment conquérir et garder le pouvoir, comment pas se faire niquer par des gens malveillants, ou qui est qui dans le monde réel. La série ici nous donne une leçon magistrale. Tout ça, c'est de la merde. Et le plus hallucinant là-dedans, c'est que la série nous le dit depuis le tout début et qu'on refuse de l'entendre. La mort est le seul ennemi qui a été répété et répété toutes ces fois au fil des saisons. Syrio Forel qui dit que le dieu de la mort est le seul qui compte et que notre seule tâche sur cette terre est de le repousser jour après jour. La question, c'est comment est-ce qu'on tient l'ennemi hors les murs? Une journée de plus, une nuit de plus. Comment tenir la mort à l'écart? Comment dire au dieu de la mort, pas aujourd'hui? Et ça, les personnages, aussi bien que nous, les spectateurs, nous avons refusé de l'entendre, pris dans la futilité du quotidien. Maintenant, avec eux, on pleure des vies gâchées, on tente de saisir les derniers moments. Connaître la chaleur humaine, les choses qui nous étaient inconnues jusqu'ici, comme Arya avec Gendry. Prendre enfin ce dont on n'osait plus rêver, parce qu'on nous avait dit que ce n'était pas pour nous. Comme Brienne, qui accepte d'être enfin faite chevalier
créé par Jaime. Même si elle dit qu'elle ne veut plus de ce titre, on peut pas s'empêcher de sourire avec elle quand elle se lève comme Sœur Brienne. Saisir aussi l'opportunité de faire ce qui est juste, comme Samuel Tarly, qui offre son épée familiale à Jorah Mormont et en tire pour lui-même un immense honneur. Et Jorah, qui annonce fièrement qu'il lèvera l'épée en l'honneur de la mémoire de son père pour défendre et garder et protéger le royaume des hommes. C'était au fond le sens de la garde de nuit, là aussi rappelé par la présence de 3 personnages dont on a suivi l'évolution depuis le début, Sam, Jon et Ed, en haut des remparts, qui se souviennent de toutes les fois où ils ont combattu ensemble et de la première fois où ils se sont battus ensemble. Debout en haut du mur à attendre l'arrivée des sauvageons qu'ils croyaient l'ennemi à l'époque. And now my watch begins. Les premiers mots du serment fait par les frères de la garde de nuit, et ce serment prend ici tout son sens à nouveau. Ce sens dont on pensait qu'il avait été complètement oublié parce que la menace avait disparu depuis 1000 ans, depuis tellement longtemps qu'au début de la série, tout le monde pensait encore que c'était une légende. Alors le royaume des hommes s'est inventé d'autres ennemis. Des ennemis au dehors, les sauvageons, et les ennemis au dedans, pour se faire la guerre entre eux. Et c'est tout ça, ce sont tous ces souvenirs que le roi de la nuit veut effacer. Il veut effacer l'histoire, qui offre la possibilité même d'un avenir pour peu qu'on sache en tirer des leçons. Et c'est Samuel Tarly et Bran Stark qui nous apportent la réponse au cours de la conversation pivot de l'épisode, à la question qu'on se pose tous depuis le début. Que veut le roi de la nuit? D'ailleurs, c'est sûrement pas un hasard si cette conversation a lieu pile au milieu de l'épisode. Et cette discussion répond enfin à la question qu'on a eu de cesse de se poser, mais il n'en ressort que comme une frustration parce qu'on connaissait déjà la réponse. Le roi de la nuit, le mal, ne cherche rien d'autre que le mal. Il n'y a pas de but caché, pas de raison, pas d'espoir. Il veut détruire le monde des vivants. Point. C'est tout. Et pour détruire le monde des vivants, il faut leur enlever leur histoire. Leur enlever leurs histoires, éradiquer leur mémoire, leurs souvenirs, anéantir tous leurs espoirs, éradiquer tout ce qu'ils ont appris depuis des millénaires pour être sûr que la vie ne triomphera plus jamais. Ce que cherche le roi de la nuit, c'est essentiellement à tuer Bran, puisque c'est Bran qui porte en lui la mémoire, pas celle des maîtres de la citadelle, la mémoire inscrite uniquement dans les livres, mais celle des histoires, des grandes histoires, qui contiennent des leçons. La série tombe limite dans le méta ici, en nous livrant une clé de compréhension, pas seulement de la série, mais de nos vies à nous, pour qu'on entende enfin les leçons de l'histoire, les leçons de tous les destins croisés qui se mêlent ici en un seul et même combat. Et au milieu de cela, Daenerys. Qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est le trône. Elle ne parle que de cela, dès le début de l'épisode. À chaque scène où elle est présente, elle va rappeler que c'est son unique but. Déjà à la fin de la première scène, le procès de Jaime, qui ne doit sa vie que parce que Bran a fermé sa gueule sur le fait que c'était lui qui l'avait poussé du haut de la tour, et parce que Brienne a pris sa défense. Mais juste après ça, elle engueule Tyrion comme du poisson pourri, parce que ce qu'elle lui reproche, ce n'est pas tant d'avoir fait confiance à Cersei, mais le fait qu'il ait fait des erreurs qui l'empêchent, elle, d'accéder au trône. Elle le menace de le virer en lui disant « Si vous n'êtes pas capable de me conduire jusqu'au trône, je trouverai une main qui le fera ». Et alors que la mort plane inéluctablement au-dessus de toutes les têtes, là où tous profitent des derniers instants qui leur restent les uns avec les autres, Daenerys, elle, continue de nier le réel. Quand Sansa pose clairement la question à Daenerys pour savoir ce qu'elle va faire du Nord une fois qu'elle aura repris le trône de fer, en gros, est-ce qu'elle va faire comme tous les anciens rois et tenter autoritairement et arbitrairement de garder le contrôle dessus, ou est-ce qu'elle aura la sagesse de comprendre qu'elle n'est absolument pas légitime à prendre la liberté de ceux qui ont choisi leur leader par eux-mêmes. La réponse n'arrivera pas, interrompue par l'arrivée de Théon, mais dès l'instant où Sansa lui a posé la question, Daenerys a retiré sa main, cette même main qu'elle lui avait tendue au départ. Qu'en conclure ? Qu'elle a sans doute toujours pas compris pourquoi elle était là. C'est le signe qu'elle n'est sans doute pas prête à changer sa manière de penser, même pour survivre. Elle dit à Sansa d'ailleurs qu'elle est là pour se battre aux côtés de Jon Snow parce qu'elle l'aime. Elle lui dit même qu'elle fait la guerre de Jon Snow, alors que c'est aussi objectivement sa guerre à elle. Elle nie également la réalité concrète des gens du Nord qui ne l'acceptent pas comme dirigeante légitime. Elle nie au fond l'imminence de la mort, comme si tout cela c'était juste une simple bataille à laquelle elle apporte son appui. Et en plus pour laquelle les autres devraient lui dire merci avant de la couronner reine. Mais on n'en est plus là, on a juste envie de lui dire mais meuf, sors de ta bulle, comme on le ferait avec n'importe lequel de nos dirigeants déconnectés, ceux qui pensent que leur position est quelque chose qui leur est dû, avec une arrogance insoutenable. Le problème ici c'est que Daenerys reste dépositaire à la fois du pouvoir légal, puisque tout le monde la pense reine, et de la puissance, parce que bon, elle a des dragons quand même. Et ces armes qu'elle pourrait employer pour sauver l'humanité tout entière, elle préfère les employer à ses fins en niant l'évidence.
Quand Jon Snow lui révèle sa vraie identité à la fin de l'épisode, elle a zéro compassion pour lui. Zéro compassion pour le gamin qui a grandi bâtard, qui a eu une enfance de merde, dont la mémoire même a été frelatée, comme tant d'autres, parce qu'il a été élevé dans le mensonge. Toute l'histoire de Jon Snow, oubliée du commun, effacée, comme s'il était déjà mort. Et Daenerys, ah bah merde, ça compromet mes chances pour le trône. Et là, elle ne nie pas seulement qu'il est l'héritier légitime, elle nie l'histoire, elle nie les faits. Elle se met à voir Jon Snow comme un adversaire dans sa volonté de conquête du trône de fer, alors qu'objectivement, il est son allié dans la vie. Et en ce sens, Daenerys montre qu'elle ne vaut pas mieux que le roi de la nuit. En tout cas, elle contribue à accomplir son œuvre, en niant la vérité ultime, et en rejetant la réalité qui ne lui fait pas plaisir. Au moment où tous les autres personnages contemplent ce que vaut la vie, Daenerys, aveuglée par sa volonté de pouvoir, n'est simplement plus capable de voir ce qui compte. Ils veulent tous s'approcher du trône, disait le Zarathustra de Nietzsche, et c'est leur folie, comme si le bonheur était sur le trône. Souvent, la boue est sur le trône, et souvent aussi, le trône est dans la boue. Ils sont tous des fous pour moi, des singes grimpeurs et bouillants. Leur idole sent mauvais, ce froid monstre. Ils sentent tous mauvais, ces idolâtres. La seule idolâtre ici, c'est Daenerys, qui n'a pas encore compris la leçon, et précisément idolâtre du froid monstre, ce monstre froid du pouvoir, ce monstre froid qui s'incarne dans le roi de la nuit. Et symboliquement, au moment précis où elle dit à Jon « ça veut dire que tu peux te revendiquer le droit de t'asseoir sur le trône ?» Précisément à ce moment-là, le corps sonne par 3 fois, comme s'il tentait de la ramener dans le réel, en lui laissant une dernière chance. Mais jusqu'ici, on peut dire que Daenerys sert une conception du pouvoir souverain, personnel, incarné exclusivement dans sa personne et inquestionnable, qui est précisément ce que l'épisode nous dit qui est incompatible avec la pulsion de vie. C'est cette manière de penser-là qui mène à la défaite de la vie face à la mort. Et c'est la leçon que nous offre la série. La chanson que chante Podrick à la fin, quand ils sont réunis autour de la cheminée, elle sonne comme un écho à tout l'épisode et un écho à la tâche qui nous est échue à nous. Pas seulement en tant que personnage ou pas seulement en tant que spectateur, mais en tant que vivant de manière générale. Dans les salles des rois disparus, Jenny danse avec les fantômes, ceux qu'elle avait perdus et ceux qu'elle avait trouvés et ceux qui l'avaient le plus aimée. Ceux qui étaient partis depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de leur nom. Il la faisait tourner sur les vieilles pierres humides, lui faisait oublier tous ses chagrins et ses douleurs. Elle voulait ne jamais les quitter. Et sur fond de cette chanson, des images. Sam et Gilly avec le petit Sam qui dort. Sansa et Théon qui partagent un moment de complicité au milieu de tous ceux qui se préparent au combat. Arya et Gendry au lit. Missandei et Vergris qui échangent une étreinte passionnée avant le départ de chacun pour son poste. Jorah sur son cheval, prêt à partir au combat. Et lorsque Podrick finit de chanter sa chanson, nous sommes avec Daenerys et Jon Snow, dans les cryptes de Winterfell, le lieu du souvenir par excellence, là où l'histoire est protégée du reste du monde. Et là, Daenerys dévoile sa nature profonde, comme tous les autres au fond, c'est qu'elle se préoccupe du trône, au lieu de se préoccuper de vivre. Et le corps sonne par 3 fois. Alors quelle leçon? Que faire face à cela? Vivre, tout simplement. Ne pas s'accrocher à des futilités que nous considérons comme notre dû. Faire les choses pour n'avoir aucun regret quand la dernière heure viendra. Vivre comme un ultime défi avant la longue nuit. Dracarys.